Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, historien et forgeron à 16 heures, ou le contraire. Toujours est-il que ce mois de novembre n'a pas été terrible pour moi. Comme vous l'entendez, je parle un peu du nez. Vous avez remarqué que le rythme des vidéos s'est un peu assoupi. Mais on va repartir un peu mieux au mois de décembre. Quoi qu'il en soit, je vais vous présenter la troupe des guerriers du lendemain. J'ai eu le grand plaisir de rencontrer cette troupe il y a à peu près une dizaine d'années lors du siège de la butte d'Aucastel. Et je me suis lié d'amitié sur le moment avec Mathieu. Mathieu que vous retrouvez dans cette vidéo. Mathieu qui est à présent président des guerriers du lendemain. L'intérêt de faire ces interviews de différentes troupes au moment d'une fête médiévale, c'est de pouvoir présenter le monde médiéval aux gens qui ne le connaissent pas. Vous avez pu rencontrer grâce à moi des personnes qui sont des créatifs, des passionnés, des imaginatifs et des gens qui recherchent véritablement une historicité et un contenu historique performant. Mon but est donc de révéler au grand public l'intérieur du monde médiéval et de faire connaître les troupes entre elles. Alors je vous laisse donc avec Mathieu, avec Thierry Lalin. Attention, c'est après ça. C'est ça que je veux éviter avec ces couillons là, qui font les oies derrière. Je me doute, c'est comme à l'école, c'est pareil. Bah écoute, déjà je te remercie de me recevoir, c'est très sympathique de ta part. Alors est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ta compagnie s'il te plaît? Oui, moi je suis Mathieu Morfin, dit Malmaison quand je suis en archer ou Diama en médiéval en général. Je suis président de l'association Les Guerriers du Lendemain. C'est une association qui existe depuis près de 25 ans. On est environ une quarantaine en moyenne, ça change d'année en année. On représente une troupe de mercenaires un petit peu chaotique, très épris de liberté. D'accord. Et qui montre à quel point, qui explique pourquoi je ne suis pas respecté en tant que président. Mais non, c'est très bon enfant dans la troupe, on n'est pas hyper figé sur une date. On essaye. C'est la question que j'allais te poser, ouais. Oui. Voilà, vous tournez autour de quelle époque à peu près? On tourne entre fin 13e et mi-15e. Voilà. D'accord. Après, on a une tendance ces dernières années à aller plutôt vers le 15e, début mi-15e. D'accord, donc on va dire grosso modo, vous commencez à Philippe le Bel et vous terminez à Charles VII, grosso modo? Oui, mais on n'est pas vraiment, encore une fois, associé vraiment à ni un personnage historique, ni un lieu, ni un chef de troupe, ni un... Ok. Voilà, on essaye de s'adapter aussi un petit peu aux différentes situations auxquelles on est invité dans les fêtes médiévales et choses comme ça. Et aussi, on essaie d'accompagner chacun de nos membres avec le souhait qu'il a lui-même pour faire un personnage. Donc on va l'aider, on va lui donner les sources et les informations dont on dispose pour l'aider à construire son personnage en fonction de plus ou moins de détails, s'il le souhaite. Ça peut être vraiment très figé, ou ça peut être un peu plus large, à 20, 30, 40 ans près. Donc oui, vous incarnez une certaine liberté, mais avec des sources, bien vous restez dans l'historicité. On essaye, on n'est pas les meilleurs. Oui, bien sûr. On essaye d'aller dans cette direction-là depuis 10-15 ans, donc ça prend du temps. Mais petit à petit on s'améliore et ça commence à ressembler à quelque chose. Eh oui, c'est vrai qu'on se connaît donc ça faisait une dizaine d'années et c'est vrai que je vois que la troupe a pas mal évolué et ça me fait bien plaisir quoi, franchement. Vous avez donc une tendance d'art martial médiéval, d'après ce que j'ai compris. Ouais, et je dirais même que ces dernières années, c'est plutôt cette tendance qui a primé, surtout pendant évidemment la période Covid. On a pu, forcément, bon an mal an, continuer les cours. Et c'est vrai que depuis maintenant un sacré paquet d'années, on développe la pratique martiale des arts martiaux historiques européens, AMHE, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'étudier des manuscrits ou des traces anciennes de comment le combat était enseigné et pratiqué, et ensuite de le pratiquer nous de notre côté en l'adaptant à une pratique sportive, safe. Alors il y a toutes sortes de pratiques sportives des arts martiaux historiques européens, on sait, du béour jusqu'à la pratique moderne avec du matériel plastique et des simulateurs en nylon par exemple. D'accord, il y a un vaste panel qu'on explore en passant par le combat spectacle. On a vraiment tout essayé, et les mêlées aussi. On est les guerriers du lendemain, j'aime bien le rappeler, on est les premiers à avoir établi un règlement de mêlée pour le GSM. D'accord. Et je crois qu'il est encore en partie utilisé maintenant. Ok.
Et donc, dans cette pratique des arts martiaux médiévales, vous utilisez quoi? L'épée, la dague, l'épée à 2 mains, le combat au bouclier, le bâton? Les différentes armes qu'on utilise en AMHE en pratique sportive. En pratique sportive en AMHE, on utilise l'épée longue de la tradition allemande, on utilise l'épée boc, l'épée bouclier, on fait du fléau, on fait de la serpe. Ah, vous faites même du fléau? On fait du fléau. Waouh! Du fléau de paysans, hein. C'est des fléaux avec des bâtons qui sont ouais, mais quand même. assez longs. Ouais. On fait de la serpe, on fait de la dague, de la lutte. Voilà, on a vraiment un grand panel d'armes différentes qu'on étudie dans l'association. Et après on travaille par période. Donc là par exemple jusqu'à décembre on va étudier l'épée longue. Oui. Après on va étudier l'épée de côté, parce qu'on fait aussi de l'épée de côté. Et après on va étudier le combat féodal. Voilà. Et après, comme ça dans l'année on se répartit les armes. Donc il y a plusieurs instructeurs. D'accord. Chaque instructeur. Ça fait des modules alors en quelque sorte. Exactement. Voilà. D'accord. De plusieurs mois, de manière à ce que tous les membres puissent se battre avec les armes. Et comme ça c'est diversifié. Vous ne restez pas un an sur la même arme. Ouais, c'est un fonctionnement très intéressant. Notre base, c'est l'épée longue, toujours. Parce qu'on pense que si on sait se battre avec une épée longue, on sait se battre avec d'autres armes. D'accord. Au niveau des distances, au niveau du maniement de l'arme. Et par contre, on aime bien étudier diverses armes. D'accord. Voilà. Et bah écoute, je te remercie, c'est très intéressant. Là, j'ai oublié, on fait aussi de la hache noble. Ah, la hache noble, d'accord. On fait aussi de la hache noble. Waouh. Donc ça, c'est une arme que moi j'affectionne particulièrement. Oui, moi j'aime beaucoup. Déjà, je trouve qu'elle est très visuelle et très esthétique. Très visuelle, très esthétique et très efficace. Et très efficace, oui, oui, tout à fait. Voilà, et j'ai fait une vidéo justement de tout le manuscrit du jeu de la hache que j'ai diffusé sur YouTube il y a quelques mois. Voilà. Oui, tu peux me donner le lien. Oui, voilà, vous m'enverrez le lien, parfait. Bah, c'est pas très bien. Il faut aller sur YouTube et taper Thierry Lalin hache noble et ça ressort dans les résultats. D'accord. Donc vous vous basez, alors j'imagine, moi j'ai une connaissance très limitée, mais sur ce qu'on appelle les pas d'armes qui se faisaient en Bourgogne milieu du 15e, c'est ça? On se fixe sur ça quand on a organisé des tournois, c'est sur ça qu'on s'est fixé. Mais par contre, pour apprendre le maniement de l'arme, on se base sur les sources historiques. Il y a un instructeur qui propose une interprétation de la source. Et puis n'importe quel membre peut dire mais moi je la ferai plutôt comme ci ou comme ça, on essaye, on voit ce qui fonctionne le mieux. Et vous voyez ce qui fonctionne le mieux, exactement, tout à fait, voilà. exactement, ouais. C'est un fonctionnement très sain des arts martiaux, effectivement. Surtout que dans les sources qu'on trouve, il y a matière à interpréter. Oui. Pas toujours très clair. Oui, je comprends, ouais, voilà. Et comme il y a parfois eu plusieurs traductions, je peux me permettre, je voudrais juste préciser un truc qui peut éventuellement intéresser au niveau des AMHE, donc qui est quand même une part très importante de notre association. L'association a été créée initialement à Istres, mais maintenant elle a quand même une plus grosse activité à Marseille. Et on propose 2 cours par semaine sur Istres et 2 cours par semaine sur Marseille. Ça c'est bon à savoir. Qui ne sont pas les mêmes jours. Donc ceux qui veulent peuvent faire 4 cours par semaine. Peut-être vous décevoir. Pas du tout. Mon arme préférée c'est le longbow. Ah, le longbow, mais oui, il a prouvé son efficacité. Il se trouve que j'ai développé justement un personnage anglais d'origine qui donc possède un longbow et qui est un des seuls archers de l'assaut d'ailleurs. On essaie de développer un peu cette activité-là. Mais non, sinon en classique combat à pied, je pense que je suis assez fan de hache noble aussi. Ah ouais. Et sinon, épée boc, c'est pas mal aussi. D'accord. J'aime bien l'agilité, la maniabilité. Alors, épée boc, qu'est-ce que tu entends par épée boc? Bah, épée, une main dans une main et un petit bouclier. D'accord, ok, c'est bien ce que je pensais. Oui. On l'appelle rondage aussi, je me trompe ou pas, non? C'est pas la même chose? J'en sais rien. On peut l'appeler rondage, la rondage est un peu plus grande en général. La rondage est un peu plus grande, oui, d'accord. Ici, il y a donc une dizaine d'années de ça, quand on s'était rencontrés la première fois, donc tu m'avais fait une démonstration de la flèche à pointe sifflante. Je me souviens, c'était très intéressant. Selon ce sur quoi on veut tirer et les conditions dans lesquelles on tire, ça peut être utile d'avoir des flèches plus ou moins lourdes pour gérer notamment la course parabolique de la flèche. Donc si on veut tirer par exemple sur des adversaires qui sont derrière un mur, c'est pratique d'avoir une flèche lourde parce qu'elle va tomber très vite. D'accord. Et ça c'est avéré en effet, c'est même encore pratiqué en tournoi de temps en temps. D'accord. Après, la plupart des flèches, de ce que j'ai pu lire, il y a eu beaucoup de choses un petit peu ésotériques d'accord. Sur les flèches. Il y a beaucoup de légendes urbaines alors, voilà, d'accord. Des choses qui ont été mises en place aussi par les films, pour les films, et qui ne sont pas toujours très vraies. D'accord. Mais non, il y a énormément de choses à savoir et à découvrir là-dessus, et j'avoue que moi-même, je n'en connais pas tant que ça. À part en effet, voilà, qu'il y avait quand même les flèches sifflantes et des flèches aussi qu'on pouvait enflammer, avec de l'étoupe. Toutes sortes de flèches pour essayer de percer les armures, les mailles, les choses comme ça. Alors explique le principe de la flèche sifflante. Bah, le principe c'est d'effrayer les adversaires. Donc c'est uniquement psychologique alors?
à ma connaissance, uniquement psychologique. Je vois pas quel intérêt autre ça pourrait avoir. Ils avaient des systèmes très simples avec une tête de métal creusé, Oui. et avec le vent, quand la flèche Voilà. part, ça Ouais. faisait un sifflement très aigu. Ouais. Et en effet, donc moi je me suis procuré une pour la tester, et c'est rien que une, on entend vraiment un sifflement. Oui, mais C'est très oui, intéressant. Et effectivement, j'approuve parce que j'en ai fait l'expérience, tu m'as montré ça, tu l'avais tiré en l'air, on s'était mis sous deux boucliers et tout avec les casques, c'est très impressionnant au départ et à l'arrivée, oui, effectivement. Après, je ne sais pas si c'était si utilisé que ça, honnêtement. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a pu retrouver, mais qui étaient quand même assez marginales. Ouais, d'accord. Parce que malgré tout, bon, elles étaient quand même pointues, mais c'est moins efficace, Ouais. c'est ralenti par l'air. Oui, qui passe oui, dans le voilà, trou. voilà. Donc c'est Ouais. moins efficace qu'une vraie flèche. Mais je veux bien croire que sur un tir d'archer, s'il y a des dizaines, voire des centaines d'archers, on met une flèche comme ça sur 10, Ouais, ça peut faire son effet, ne serait-ce qu'au niveau des chevaux, par exemple. d'accord. Ça. Ça me fait un peu penser à la balle traçante qu'on met dans les bandes de mitrailleuses, tous les... Ouais, mais ça, c'est plus pour viser. Oui, mais après on le voit aussi, il y a peut-être aussi l'aspect pour viser effectivement, pour ajuster le tir, mais il peut y avoir un aspect psychologique aussi, je pense Voilà, que bah oui, sans doute. voilà, d'accord. Alors une question que j'allais te poser aussi, donc tu as parlé d'archer anglais, et donc je me suis laissé dire donc que ta troupe allait souvent en Angleterre pour participer à des reconstitutions de bataille. Tu peux m'en dire plus? Bah oui, bien sûr, il faudra que tu en parles aussi à Jean Dobreuil, qui est un aficionados complet, que tout le monde connaît maintenant en Angleterre et qui y va chaque année. Mais on a été, je crois que la première année, c'était en 2007, invité à aller à Tewkesbury, qui est une reconstitution de la guerre civile des Deux Roses en Angleterre. D'accord. Nous, on fait partie d'un contingent français qui a été envoyé véridiquement à l'époque pour protéger Marguerite d'Anjou. D'accord, Et on rejoint des Belges, des troupes du nord de la France et toutes sortes de mercenaires engagés pour défendre Marguerite d'Anjou dans cette bataille. C'est une reconstitution assez énorme en Angleterre, au milieu de l'Angleterre, dans un bled qui s'appelle Tewkesbury, qui est un peu perdu. Et il y a entre, on va dire, dans les grandes années, il peut y avoir 2000 combattants, c'est plutôt entre 1000 et 1500 Formidable. habituellement. Et c'est quelque chose à vivre, ouais. C'est assez énorme, il y a une ambiance incroyable et c'est vraiment un vrai champ de bataille immense dans lequel on peut vivre toutes sortes de choses. ouais, les Anglais font toujours les choses très bien. Ouais, ouais. C'est effectivement, c'est Et en vrai. même temps, ça se passe toujours très bien parce qu'ils sont très corrects sur les règles de sécurité, d'engagement. Et il y a plusieurs catégories de groupes de combattants. Donc si on veut taper un peu plus fort et avoir des adversaires un petit peu plus D'accord. coriaces, on se met en face. Donc en général, nous, on en fait toujours partie. D'accord. Et puis ceux qui sont plus là, voilà, parce qu'ils ont du matériel, mais ils pratiquent pas trop la partie sportive, ils veulent pas se blesser. Il y a un coin d'autres- débutant. Voilà, donc là, c'est beaucoup plus calme. Il y a plus D'accord, des jeux d'accord. de déplacement et puis quelques échanges courtois, on va dire. D'accord. Et donc cette bataille de Tewkesbury, ça se situe vers les années combien ça? Grosso modo? Alors là, je n'ai vraiment pas envie de dire des bêtises. Tewkesbury, Thierry, tu te souviens quelle année c'est? Que ça a commencé. À la louche, Non, hein. non. À la louche, c'est deuxième moitié 15e siècle. D'accord. Voilà. Troisième quart 15e. Mais vraiment, si 1460, un truc comme ça. Ouais, 1468. C'est grosso dommage, c'est modo. pas Jean-Philippe parce que lui, c'est un pro, je crois que c'est 1470 ou un truc comme ça. Essaye de voir Jean-Philippe pour parler de Tewkesbury. Et donc, alors tu m'as parlé de Marguerite d'Anjou. Donc c'est l'étendard qu'on a ici là C'est ça. C'est celui-là. L'étendard. Alors, est-ce que vous pouvez me le décrire à Eh peu ben, près? non, pas moi, parce qu'il est très compliqué. Ouais, Il y a je vois ça, mais énormément il est de magnifique. maisons. Déjà, il est très visuel. Là, il faudrait vraiment que tu aies de On va t'envoyer Jean-Philippe. Bon, Et là, c'est il super. pourra te décrire tout ça et te parler beaucoup plus. D'accord, d'accord. Impeccable. Oui, donc tu me disais, donc voyage en Angleterre. Ouais. Et vous organisez donc des sorties dans d'autres pays aussi? Ouais, on a été un petit peu en Belgique, on a été à Sterkov, on essaye d'aller de temps en temps en Italie aussi dans le sud, même si c'est des choses qui sont très pointues en termes de costumes et tout ça, donc souvent il y a très peu de nos membres qui peuvent y aller parce qu'ils ne sont pas acceptés. Le rendez-vous incontournable au moins tous les 2 ans, c'est d'aller en Angleterre à Tewkesbury. On y va entre 10 et 15, on loue un gros camion, on met tout le barda dedans, plus 1 ou 2 voitures. On monte pendant 2 jours, on fait toute la France en un jour et ensuite le reste du voyage en Angleterre. C'est héroïque. 4 jours sur place où on s'éclate et on redescend en 2 jours aussi, on en profite pour visiter un petit peu des trucs sur D'accord. le chemin. Et franchement, on s'éclate. Là, on prend vraiment le temps de se connaître, de se poser. Parce que c'est vrai que la plupart des médiévales qu'on fait, c'est
2 ou 3 jours maximum. Ouais. Et c'est très intense en termes de programme. Là, on a quand même plus de temps pour profiter. Et c'est vraiment une expérience que je vous recommande à tous. D'accord, parfait. Et d'ailleurs, on y retourne l'année prochaine. Donc c'est mi-juillet, hein, ça se passe autour du 14 juillet. Et on y retourne et c'est les 550 ans qui n'ont pas pu être fêtés l'année dernière et qui vont être fêtés là. D'accord. Et ils ont dû annuler pendant 2 ans de suite, donc autant dire que ça va être un gros événement. D'accord. Il faut y aller. Si vous hésitez à aller là-bas, allez-y cette année. Alors, pas vraiment autour de Marseille, mais on essaie d'aller à 2 heures de route, 2 heures et demie de route, pas trop plus parce que ça engendre des frais, bien sûr. C'est plus compliqué. La fatigue et tout. Bien sûr, j'entends bien. Des familles, des enfants. Mais en règle générale, on essaie d'être plutôt autour dans la région PACA, si possible, ou Occitanie, ou pas loin. Est-ce que les gens peuvent te contacter? Est-ce que tu recrutes? Mais on a un forum sur lequel tout le monde peut venir. C'est facile à trouver. Vous tapez sur internet forum LGDL comme les guerriers du lendemain. Vous tomberez dessus, il y a un petit site internet qui montre un peu ce qu'on fait. Il y a un lien vers le forum sur lequel vous pouvez vous présenter et vous aurez les horaires des entraînements. Si vous voulez venir nous voir, tester 1 ou 2 entraînements, il n'y a aucun problème. Et éventuellement nous rejoindre ensuite, après, adhérer, il n'y a pas de souci, on accueille tout le monde. Parfait. D'accord, donc je te remercie pour les informations. Alors, si je peux me permettre, à titre personnel, quelle est ta période médiévale préférée, ou historique d'ailleurs, si tu en as plusieurs? Moi je suis assez curieux globalement, de façon générale. Donc, un petit peu de tout. Toute la période médiévale m'intéresse et m'intrigue. J'ai commencé plutôt par le 13e, ensuite j'ai été vers le 14e et là je commence à aller vers le 15e. Mais je commence déjà à réfléchir à tester du viking, parce que ça me plaît aussi cette période. Sinon, là je te dis, j'ai une machine à remonter dans le temps et on peut programmer une date. Quand voudrais-tu aller? Une période qui te... Ouais, je sais, la question est difficile, mais comme ça, allez. Ayant participé peut-être une dizaine de fois à la bataille de Tewkesbury, je serais vraiment très... Tu voudrais la voir de tes yeux propres? Ouais. D'accord, ça c'est pas mal du tout. Et donc ensuite, quel est le roi que tu préfères, anglais ou français? J'aime aucun roi, on n'a aucun chef chez les GDL, on déteste l'autorité. D'accord. J'aime pas les rois, il n'y a aucune raison. Ah voilà, comme ça c'est... J'ai pas de roi préféré. D'accord. Et sinon, alors, personnage historique préféré et personnage détesté, si tu as... Mon personnage historique préféré, c'est peut-être un peu... Un ou plusieurs, hein. Mais non, mais c'est assez vite choisi, c'est Jeanne d'Arc me plaît beaucoup. Jeanne d'Arc, ouais. Pour le personnage qu'elle a été, surtout quand on creuse un petit peu au-delà des films, des ouais. bouquins qui ont été écrits sur la réelle personne que c'était. Ouais. Et l'autre question c'était, pardon? Celui que tu détestes, le personnage que tu détestes. Le personnage que je déteste... C'est que c'est un peu binaire comme question, mais c'est... Écoute, étant donné que j'ai une certaine... Alors je suis désolé pour ceux qui ont des convictions religieuses, mais moi j'ai une certaine aversion pour toutes les religions dogmatiques. Je vais dire au pif comme ça Richelieu, parce que c'est un bon représentant. D'accord. Et en plus il était assez... et représentant et de l'absolutisme, donc ça reste bien dans c'est bien, c'est parfait. Et écoute, je te remercie, hein, ça fait un grand moment de plaisir et voilà, et on aura sans doute l'occasion de refaire d'autres choses. Et voilà, je te remercie, je te dis à bientôt. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres telles que celle-ci. Je tiens à signaler que Thierry est le concepteur d'une chaîne, donc Thierry Lalin YouTube, qui est excessivement intéressante de par les méthodes de combat médiéval qu'il présente. Notamment, je ne peux que vous suggérer d'aller voir sa vidéo sur le combat à la hache noble. C'est vraiment spectaculaire. Donc un grand merci aux guerriers du lendemain qui sont entre Istres et Marseille. Un grand merci à Mathieu qui a eu l'amabilité et la gentillesse de m'accorder cette interview. Et un grand merci à Thierry Lalin. Au mois de décembre, nous allons reprendre le jeu, le défi de Balian. Avec cette fois-ci, une dague qui sera mise en jeu. Et j'ai aussi envie de vous dire que j'ai fait énormément de recherches pour 3 vidéos à paraître bientôt durant le mois de décembre. Une vidéo concernant la bataille d'Azincourt, avec une recherche topographique et militaire très approfondie. La 4e partie de la saga du Bismarck, avec ici une recherche sur les armements et ce qui a fait que le Bismarck a pu être endommagé par un avion obsolète dans les années 1940. Et enfin, une vidéo extrêmement intéressante sur l'attaque
sur la rade de Pearl Harbor du 7 décembre 1941. J'ai effectué énormément de recherches et de travail concernant ces 3 prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, à la prochaine fois. Et comme tu le sais, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.